Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler avec une amie qui est ici venue me voir dans le Valais. On va parler d'alignement, de courage, de bon sens aussi. Nora, je suis très heureux de t'accueillir. Donc, on est amis depuis un peu plus d'un an, je pense. Tu es venue me dire bonjour ici dans le Valais, ça fait très plaisir. Et puis, tu travailles dans un hôpital, tu travailles dans un service de radiologie, c'est ça? Tu es technicienne, non manipulatrice en imagerie Médical, médicale, c'est ça? c'est ça. Et ça fait longtemps que tu fais ça, hein, je Oui, pense. ça fait 30 ans. 30 ans, super. Alors j'ai souvent l'habitude de dire que, pour ceux qui connaissent mes prises de position, que, vous savez, je ne mets pas le masque depuis le début de cette psychopandémie, c'est comme ça que je l'appelle. Et j'ai toujours l'habitude de dire que c'est assez facile en fait de ne pas mettre le masque ici, parce qu'ici, on est dans un pays, enfin le Valais c'est une région assez agricole, c'est une petite ville, donc je fais toutes mes courses, je vais un peu partout en fait sans masque depuis le début. On me dit ouais, mais enfin, je me dis c'est assez facile par rapport à des grandes villes comme Paris, parce que c'est à Paris que tu travailles en fait. Dans la région parisienne. Dans la région parisienne, voilà, c'est ça. Mais alors, j'ai été surpris quand on a échangé, enfin, dès le début en fait, que tu as cette, en fait, c'est encore plus audacieux de ta part, parce que toi aussi, tu ne mets pas le masque. Euh, non seulement en extérieur, parce qu'en France, c'est obligatoire en extérieur, mais aussi, tu nous diras après, même en intérieur, parfois, notamment au travail. Alors, comment est-ce que tu vis ça, cette obligation du masque, et comment est-ce que tu fais pour rester aligné finalement par rapport à cette obligation? Tout d'abord, je te remercie Eric de m'avoir proposé cet échange et merci pour ton accueil aussi. Oui, donc c'est compliqué de ne pas mettre le masque chez nous puisqu'il est obligatoire à l'extérieur. Mais en ce qui me concerne, le masque n'a... Enfin, pour moi, le masque, c'est pas cohérent, quoi. Ça a été utile au travail. Je le porte avec les patients quand il y a des risques de contamination, mais pas seulement la Covid, mais en extérieur et dans les lieux publics, en grande population, enfin dans la population générale. Pour moi, ça ne me parle pas, ça ne rentre pas en résonance. Donc forcément, j'ai été réfractaire dès le départ. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'il y a la Covid et effectivement, je n'ai jamais porté de masque en extérieur, malgré l'obligation, sans peur, sans crainte de représailles, puisque si on vient m'accoster en faisant une remarque, j'explique que le masque ne sert à rien, que le masque abîme la relation à l'autre, enlève le sourire, enlève le lien, et qu'on est des êtres humains avant tout, et des liens sociaux sont importants, et notre humanité est importante. Donc à partir du moment où ce masque nous déshumanise, ça ne me parle pas. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça, donc c'est pas cohérent. C'est ça, ça va pas dans ton être. Dans mon être, voilà, dans notre essence. Oui, c'est pas que tu es anti-masque, c'est juste que tu le sens, tu voyais pas l'utilité et en plus, ça te semblait... Il n'y a pas d'utilité, ça ne se met pas dans les lieux classiques publics. Pour moi, c'est l'hôpital, le masque. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas cohérent, non, ça résonne pas avec ce que j'ai à l'intérieur. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est intéressant, ça ne résonne pas avec ce que j'ai à l'intérieur. Moi, ça a été pareil quand j'ai eu cette obligation du port du masque qui est arrivée. Je n'ai pas trop réfléchi, mais je sentais que ce n'était pas logique ou cohérent. Surtout que le danger n'était pas du tout avéré. Même si on a moins de certitude qu'aujourd'hui, on sait aujourd'hui que le danger n'est pas très, très grave finalement. Et mettre un masque, c'est un métier, c'est une façon de le mettre. Je vois des enfants qui mettent le masque dans la rue, des gens qui se promènent tout seuls avec un masque, ils n'arrêtent pas de se toucher. Donc c'est même encore contre-productif en fait. C'est ça. Alors, on peut s'auto-contaminer avec le masque mal utilisé, puisque nous, on se lave les mains soit avec du gel, soit avec du savon. On porte le masque sur les fils, on le garde, on ne le touche pas du tout pendant tout le temps des radios. Et après, je me lave les mains et j'enlève le masque. Mais je ne me promène pas avec un masque que j'ai utilisé, surtout avec des Covid. Et je pense que les gens se promènent avec, le mettent dans la poche, le réutilisent, le jettent pas. Et ça prouve bien l'inutilité du masque et que c'est pas ça qui a fait les contaminations. Si les gens doivent se contaminer, ils se contaminent de toute façon. C'est pas le masque qui empêche la contamination. Je dirais que ce qui empêche, c'est le lavage des mains, ça oui, mais toutes les maladies, qu'elles soient virales ou bactériennes, le lavage des mains est important.
mais les liens sociaux, parler aux gens, circuler. Alors justement, en parlant de circulation, je sais que là où tu es dans la région parisienne, enfin en France en général, il y a des couvre-feux, des restrictions, vous devez vous faire des attestations à vous-même. Comment tu vis tout ça? Dis-nous. J'ai jamais fait d'attestation de la même manière. Je ne comprends pas que je suis adulte, j'ai 51 ans, je ne vais pas demander une autorisation pour aller faire des courses ou acheter le pain, amener mes enfants quelque part. Non, j'ai ma responsabilité. On est autonome, on est des êtres autonomes et un gouvernement n'a pas à nous dire de faire une attestation ou de sortir à telle heure. Et puis au nom de quoi? Pour moi, on ne gère pas une crise sanitaire par des mesures répressives. Une crise sanitaire, c'est la santé, on garde ça sur la santé. Donc on met tous les moyens, tout le budget pour créer des médicaments qui traitent cette pathologie. Mais il en existe puisqu'elle est traitée. Je connais des médecins qui la traitent. Maintenant, j'ai des amis à moi qui sont traités, même avec l'oxyflo à domicile, donc ça commence à venir. Mettre tous les moyens dans les hôpitaux aussi. La crise sanitaire, on la gère de façon sanitaire, mais pas avec des PV, avec des restrictions, avec des couvre-feux. Oui, d'ailleurs, j'avais entendu Christian Perron qui disait que dans tous les plans sanitaires qui avaient été écrits avant, on n'a jamais eu des mesures aussi restrictives, c'était même pas écrit en fait. Non. Pourtant, il y a eu des épidémies beaucoup plus graves que la Covid. Moi, je travaille à l'hôpital depuis 30 ans, j'ai géré d'autres pathologies, des accidents de la route aussi. On ne gère pas une crise sanitaire comme ça. Il disait que la mesure la plus restrictive qu'ils avaient eue, c'était de confiner les malades, ce qui peut éventuellement se comprendre. Mais ici, on confine toute la population. Voilà, c'est ça. C'est encore pire parce qu'on met les malades avec les bien importants. Exactement. D'ailleurs, empêcher les gens de sortir, alors que dehors, il y a un brassage tel avec l'atmosphère qu'on ne peut pas se contaminer. Il y a eu zéro contamination. Alors, j'ai participé à pratiquement toutes les manifestations pour la liberté. J'embrasse tout le monde, on danse ensemble et on ne s'est pas contaminé. Donc, il n'y a eu aucun cluster à l'extérieur. Par contre, effectivement, en intérieur, ça peut arriver, mais là encore, faut éviter d'être toujours dans cette peur. Oui, alors en parlant de peur, comment ça se passe? Comment tu vis ça? Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous dire oui, mais en France, on a des amendes, il y a des policiers qui nous voient. Si tu croises des policiers, par exemple, si tu ne respectes pas le couvre-feu ou si tu es sans masque, comment ça se passe? Je suis vraiment claire avec moi-même, comme si j'étais centrée, alignée. Il y a une cohérence qui se fait avec tous les éléments, qui fait que si je rencontre un policier, je ne panique pas. Je pourrais lui parler, lui expliquer ce que je vis au travail, mon quotidien, à quoi sert le masque. Mais je finis en lui disant que si vraiment il insiste pour que je le mette, je le mettrai. Mais c'est pour lui faire plaisir. Mais que moi, il ne sert à rien. Voilà. Il m'évitera d'avoir un PV. Il fera plaisir aux policiers dans l'exercice de ses fonctions. Mais en ce qui concerne l'utilité de ce masque, je persiste à lui expliquer que ce n'est pas utile et que ça ne sert à rien. C'est plutôt pour nous diviser, pour nous museler. Je le vois vraiment comme une muselière. D'ailleurs, à l'hôpital, je l'appelle la muselière. Je dis, je vais me chercher ma muselière. Les collègues rigolent. Parce que, en effet, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça, mais au travail non plus, je travaille dans un hôpital. Voilà, c'est ce qui est génial. C'est pour ça que j'ai voulu aussi interviewer Nora, parce qu'en plus, tu travailles dans un hôpital, et dans l'hôpital même, tu es rebelle, puisque tu ne mets pas tout le temps le masque, alors que tout le monde dit qu'il faut le mettre. Voilà, c'est ça. Et tu n'es pas dans la peur, surtout. Non. Dis-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, je suis ni dans la peur d'être contaminée, parce que j'ai eu le Covid de toute façon avec mes patients, et ça ne me dérangeait pas de l'avoir, et j'étais plutôt dans l'accueil. Parce qu'après, on est immunisé et puis ça dédramatise les choses. Et aussi, je ne suis pas dans la peur de contaminer mes patients de la même manière. Je suis vraiment dans la bienveillance, dans l'amour. Et quand on est aligné, centré, dans une cohérence avec le vivant, avec le naturel, le virus est quelque chose de naturel aussi. Donc pourquoi en avoir peur? Et je n'ai pas du tout cette peur, cette crainte. Et mes patients n'ont pas cette crainte non plus. Alors, il arrive qu'il y ait un ou deux patients qui me demande de porter le masque. Dans ces cas-là, je le porte parce que cette personne-là, si elle a peur, elle va se créer elle-même sa maladie avec sa peur. C'est pas moi qui vais la contaminer. En fait. Voilà, c'est pas moi qui vais la contaminer puisque je suis en bonne santé, mais elle, par sa peur, elle va tellement psychoter, somatiser qu'elle va se déclencher peut-être quelque chose. Donc, par respect pour elle, c'est pas se plier, je dirais que c'est un geste de bienveillance et de bonté et d'amour envers cette personne. Si ça la rassure que je porte le masque,
je porterai le masque. Mais tout en lui expliquant qu'il ne sert à rien malgré tout. Voilà. Et tes collègues sont sur la même longueur d'onde que toi ou pas? Comment ça se passe? Ou tu es un peu seule Non, je suis seule. Mes collègues portent le masque. Alors certaines pensent que c'est inutile, certaines pensent que c'est très utile. Maintenant, on ne peut pas enlever le pouvoir des médias parce que mes collègues, je suis la seule qui a sa télé débranchée, mes collègues regardent vraiment les médias mainstream avec cette pensée unique de peur, de terreur et qui va dans le sens des thérapeutiques que vous imposez, qu'on veut imposer, je bafouille, et de ce pass sanitaire qu'on veut nous imposer, ainsi que ces... je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tu te rends compte, plutôt, pardon, tu vois, j'ai cafouillé encore. Si tu te rends compte, mais plus ça va et plus on perd nos libertés. Et tout à fait, on s'est défendu pour avoir des libertés, on est des êtres libres. Et moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Donc c'est aussi pour ça que je résiste et pour ça que je suis rebelle. Parce qu'à partir du moment où on accepte la muselière, qu'on accepte de ne pas sortir, on joue le jeu. Ouais, c'est ça. On participe en fait. On croit qu'en faisant ça, ça va s'arrêter plus vite. En réalité, on est encore plus soumis. On perpétue, voilà, en fait, c'est ça, exactement. La dystopie totalitaire, la déferlante totalitaire dans laquelle on est. En fait. Voilà. Et tu disais on peut émettre l'hypothèse qu'il peut y avoir plusieurs éléments qui sont mis en place qui créent cette terreur, notamment, tu parlais de vaccins. Tu es d'accord qu'il y a des gens qui sont vaccinés qui attrapent quand même la Covid. Oui. Et après, comment est-ce que, par rapport à ça, je crois tu m'avais dit qu'on ne pouvait pas faire de test PCR chez ces gens-là. Donc, déjà, il y a, par rapport à certains collègues qui se font vacciner, ils viennent, ils me disent « Ah, ça y est, je suis vaccinée ». Je dis « Ok, donc tu peux enlever ton masque, tu peux sortir, tu es libre, tu es sûr de ne pas être contaminé. »« Ah non, il faut faire attention. » moi, je leur réponds que « Ok, vous avez le masque, vous ne sortez pas, vous faites attention. » Mais moi, je n'ai pas le masque depuis 1 an et demi, je sors, je reçois, je fais la bise à tout le monde, je vis, vous ne vivez pas. Pour moi, un vaccin, c'est pour... J'aimerais qu'on me dise, quand je pose la question pourquoi tu t'es fait vacciner, qu'on me dise c'est pour me protéger les autres, pour guérir, pour sortir de cette crise. Non, on me dit c'est pour être libre, pour voyager. Mais ils ne sont pas libres puisqu'ils sont toujours avec le masque et moi je n'ai pas le masque. Donc, la liberté est intérieure en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Et il y a un deuxième phénomène, c'est qu'on s'est rendu compte, lors de mes gardes d'avril et de mai, j'ai fait des gardes de week-end, que quand on était appelé aux urgences pour des patients Covid, avec une suspicion Covid ou Covid avérée, je leur fais la radio, il y a des images de Covid sur la radio, ils peuvent passer des scanners qui attestent aussi de leur Covid. Par contre, on a interdiction de faire le test PCR, tout ça parce qu'ils sont vaccinés. Donc, soi-disant qu'ils ne peuvent pas avoir le Covid parce qu'ils sont vaccinés. Pourtant, la radio est Covid, le scanner est Covid, ils ont une symptomatologie. Et on n'a pas le droit de faire de PCR. Si on la faisait, ça montrerait que le chiffre montrerait que la vaccination n'a pas fonctionné, qu'on a induit peut-être un Covid à quelqu'un. C'est ça. Aussi le fait, je pense peut-être que le Covid était latent chez ce patient et que le vaccin l'a activé, puisque on a vacciné en période épidémique. C'est ça, ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Non, puisque le vaccin de la grippe, on le fait en septembre-octobre, en prévision de l'épidémie. Là, on vaccine en plein milieu. Donc peut-être que le patient, il avait ce Covid-là et le vaccin l'a déclenché. Mais ce qui est choquant, ce qui nous choque, nous, dans le personnel hospitalier, les infirmières des urgences et moi-même, même mes collègues, c'est qu'on ne peut pas faire de PCR pour attester de l'inefficacité du vaccin. Ça serait bien, puisqu'en fait, les vaccins sont en phase expérimentale. À quoi ça sert de ne pas être vrai alors que c'est en phase expérimentale? Donc, ce n'est pas une phase expérimentale. On nous impose dans ces cas-là. C'est qu'on n'a pas notre mot à dire. Il n'y a pas d'études scientifiques derrière. Exactement. Et la population aussi ne comprend pas certaines... par exemple, l'interdiction de l'autopsie, c'est étonnant ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas autopsier les gens qui ont le Covid? Toi, tu me disais tout à l'heure, quand on a préparé l'interview, mais vous devez faire parfois des toilettages mortuaires. Ils ont été interdits, les toilettes. Les toilettes mortuaires ont été interdites. Et ça a quelles conséquences, ça? C'est intéressant. Voilà, il y a eu des conséquences énormes pour les familles qui n'ont pas pu faire un deuil correct, un deuil humain, parce que là encore, on enlève l'humanité à nouveau. D'autant plus que ce n'est pas très cohérent, puisque quand on a des patients en réa, ils sont Covid, avec des excrétions, ils toussent, ils éliminent des particules virales. La personne qui est décédée n'élimine plus de particules virales. Donc,
on peut très bien faire une toilette mortuaire avec la tenue qu'on utilise quand on fait les patients Covid, puisque les patients Covid, on les soigne en chambre, on ne les laisse pas à l'agonie. On vient leur donner à manger, on vient les nettoyer, on vient leur donner leurs médicaments, on vient voir si tout va bien, leur prendre leur tension, leur saturation, on s'en occupe. Donc pourquoi le mort, on ne peut pas s'en occuper aussi? Donc, ça a des conséquences pour la famille. C'est ça, et puis même ça instaure une terreur aussi dans les médias que faites attention, si on meurt, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enterrement décent, il n'y a pas de toilette mortuaire, on ne peut pas habiller le corps comme il faudrait, et hop, on le met dans un sac. Et donc ça, on a peur, du coup, pour ne pas avoir le Covid, pour ne pas mourir, pour ne pas finir comme ça, avec une mort pas très digne. Et ça, c'est dommage. Cet état de terreur, c'est ça le pire, en fait. C'est quand on est dans cet état de terreur, on n'arrive plus à avoir une réflexion avec du bon sens, on est dans l'impuissance. C'est une sidération, en fait. Et on est beaucoup plus facilement manipulable. En parlant peut-être de ça... toi qui étais dans cet hôpital pendant toute l'année 2020, est-ce que tu vois vraiment, comme on dit dans les médias, que ça diminue les patients, les cas? Oui, les cas diminuent, pas grâce aux mesures restrictives, mais plutôt puisqu'il y a des médecins maintenant qui décident de soigner la Covid en traitement précoce. Donc, malgré les interdictions du gouvernement. Malgré les interdictions, on a beaucoup de médecins, que ce soit en banlieue, à l'étranger. Il y en a même en Algérie, on a toute une liste par les médecins à prescrire ou coordination santé libre ou par réinfo. On peut avoir des adresses de médecins qui soignent la Covid en précoce. Puisque là, la particularité de la Covid, justement, c'est de la traiter en précoce. Puisqu'après, elle crée tellement de bouleversements, de chocs cytokiniques et de problèmes vasculaires chez le patient, qui fait que c'est un peu tard. Donc on arrive à en récupérer en réa, mais il vaut mieux traiter en précoce, en phase précoce. On a eu, en mars-avril dernier, effectivement, beaucoup de services remplis de Covid, mais là, ça va mieux. Parce que tout ce cinéma, toute cette folie, elle est justifiée par le nombre de lits qui manquent, parce qu'il y a trop de personnes. Par rapport à ce nombre de lits qui manquent, comment tu vois les choses? Mais c'est une grosse hypocrisie des gouvernements, c'est de l'hypocrisie. Pour moi, ils se moquent de nous. Et c'est aussi pour ça que je ne respecte pas les mesures, puisque si vraiment... son peuple était important, le budget, il aurait dû le mettre dans les hôpitaux et dans le personnel et dans les médicaments. Voilà. Pas pour les PCR, pas pour les vaccins, puisque ça c'est en deuxième phase, je dirais. Mais dans l'urgence, on soigne quand même les gens. C'est le minimum. Et nous, on a vu, moi j'ai vu, ça fait 30 ans que j'y travaille, mais 20 ans que l'hôpital a été cassé, brisé par les gouvernements français. On nous restreint nos budgets, la tarification à l'acte ne nous a pas aidés puisqu'il a fallu qu'on devienne rentable, et un hôpital ne peut pas être rentable puisque les patients ne payent pas, c'est la Sécu qui paye. Donc voilà, c'est toute la logique de hypocrisie mercantile qui détruit un peu. Voilà, exactement. Et donc on a moins de personnel et on travaille depuis 20 ans, on travaille à flux tendu, tout le temps, c'est pas nouveau. Ça veut dire qu'il arriverait une autre catastrophe, n'importe quoi. N'importe quoi, un bus qui scratch, un avion qui scratch, je sais pas, même un autre virus, pourquoi pas, ça peut arriver un autre virus, on peut pas le gérer. On le gère parce qu'on est un personnel compétent, efficace, on est motivé, on a la niaque. Moi, je suis fière de mes collègues parce qu'on est là, on a agi malgré tout ce qui se passait. On a fait tout ce qu'on pouvait pour les patients. On était prêts aussi, autre stratégie qu'on aurait pu faire plutôt que axer sur la vaccination, c'est d'utiliser le privé en harmonie avec le public, c'est-à-dire de mettre nos patients dans des cliniques privées, nous, personnel du public, aller aider dans le privé et puis faire... Apparemment, ça n'a pas été favorisé. Non, ça n'a pas été favorisé. Non, on a plutôt transféré nos patients en province, dans des hôpitaux de province. Alors que dans notre coin, localement, on avait des lieux pour les accueillir en privé. Pour moi, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, à savoir que le personnel aurait pu bouger sur les différents sites pour s'occuper des patients. Ça ne nous aurait absolument pas dérangé. Il y a une infirmière qui s'appelle Mireille Aubin en Belgique qui est connue, qui explique même pendant la crise, elle était en chômage technique, elle proposait de l'aide, elle voyait qu'il n'y avait aucune organisation qui se faisait, ni entre le privé et le public, et puis en plus des coupes budgétaires qui se mettaient en place, qui continuent malgré tout en plus. C'est ça. Et ce qui est aberrant, c'est qu'on a empêché les gens de terrain d'agir sur cette Covid.
On a des médecins de terrain qui ont voulu agir. On a, nous, le personnel qui voulait agir. On a quand même les compétences pour le faire. Et non, on a écouté des gens qui ne travaillent pas avec les patients. C'est ça, c'est ça. Des gens qui viennent sur les plateaux télé parler. Ils ne connaissent rien, quoi. Ils ne soignent même pas les patients. Voilà, c'est ça. C'est des médecins de plateau. Ouais. Ils ne sont pas avec l'humain, ils ne traitent pas l'humain. Donc ce qu'on peut dire en fait, si vous connaissez quelqu'un qui a la Covid ou si vous l'avez, c'est d'abord de ne pas avoir peur parce que ça se traite. Hein, c'est un peu le message que tu pourrais dire en fait. C'est de vivre, de continuer à vivre, de ne pas regarder les infos. Je pense que si les gens déjà arrêtent de regarder les infos, sortent, voient d'autres personnes, une épidémie, je ne sais pas si tu es d'accord, une épidémie, c'est quand il y a des gens qui meurent dans la rue. Je veux dire, à chaque croisement de rue, il y a des cadavres partout, on brûle les corps, j'ai pas vu ça, on ne peut pas s'en sortir. On n'a pas vu ça. On n'a jamais vu ça, mais nulle part on a vu ça. Donc ça, c'est une épidémie. C'est pour la terreur. En fait. Revenir au bon sens. Éteignez votre télé pendant 15 jours. Et vous voyez, la Covid, elle n'est plus là. Sortez, exactement. Oxygénez-vous. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile. C'est parce que moi, j'ai plus la télé depuis 25 ans. Et donc, je n'ai pas été happé par cette terreur, cette manipulation hypnotique des médias. Ouais. Et c'est une question de bon sens, effectivement. Et le danger n'est pas... Voilà. C'est pas la peste noire non plus. C'est ça. On est loin de ça, en fait. Et donc, on pourrait dire aux gens, n'écoutez pas trop les conseils de prendre du Doliprane et de rester chez vous. Au contraire, ça doit se faire traiter. Tu dis qu'il y a des médecins. Il y a des médecins, il faut se renseigner. Il y a des listes de médecins qui traitent. Ne restez pas comme ça avec du Doliprane, ça n'aide pas les choses. Ouais. Donc vous pouvez vous rapprocher de Réinfo Covid en France, en Suisse, en Belgique aussi, je pense. Enfin, maintenant, il y a de plus en plus de médecins qui se font connaître pour ça. C'est ça. Aussi, une incohérence que j'aimerais relever, parce que pour moi, elle m'insupporte, c'est qu'on nous oblige à mettre un masque en extérieur. Et que sur les plateaux télé, ces mêmes médecins qui ne touchent pas aux malades ne mettent pas de masque. Ouais. C'est normal, ça ? Donc ils sont ensemble, ils crient, ils hurlent, ils poustillonnent, tous ensemble sur les plateaux. Et ça, le commun des mortels, tous les gens qui regardent la télé voient ça, mais ça ne pose pas réflexion. Quand on est dans la terreur, c'est quand même fou, on ne voit pas. Et ils vont dire, oui, mais c'est ventilé à l'intérieur. Mais dehors, c'est ventilé. Il n'y a pas meilleure ventilation que l'extérieur. Exactement. Et comme j'ai dit, il n'y a aucun cluster qui s'est fait en extérieur. Même la rave party qui a eu lieu, je ne sais plus dans quelle ville de France. On a beaucoup culpabilisé les gens là-dessus. Hein. Voilà, on culpabilise les gens parce qu'ils sortent, mais dehors, il n'y a aucun souci. Les jeunes ont le droit de vivre aussi. Et moi, ce qui m'a touché, c'est en Belgique, la boum qu'ils ont fait. C'était des familles, peut-être 30 jeunes un petit peu plus hargneux, on va dire, mais la plupart des gens étaient non violents. Ils ont été chargés par des policiers à cheval, avec les boucliers qui tapaient sur les boucliers. Il y a plein de vidéos sur Internet. On ne les verra pas dans les médias classiques, mais c'est scandaleux, en fait, cette violence de l'État. On voit vraiment qu'on est rentré dans une dystopie, dans une déferlante totalitaire. Hein. C'est ça. Ouais. C'est complètement absurde. De soigner une crise sanitaire, je dis, à base de PV, de restrictions, de mesures liberticides. Non, la santé, c'est pas ça. La santé, c'est prendre soin de soi, c'est sortir, respirer, manger sainement, travailler son immunité, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, c'est ça, parce que même en disant ça, on pourrait avoir peur de l'avenir qui nous prépare, ces gouvernements, mais on peut voir que ça va sans doute, on est de plus en plus nombreux à se rendre compte de l'absurdité. Et le message que tu véhicules, c'est de ne pas avoir peur, de rester aligné en fait. Et tu es toi-même, tu accompagnes des personnes, parce que par ta vie, tu as été amené à vraiment développer cette conscience et d'aider les personnes à développer leur conscience, à retrouver leur connexion avec leur être profond. Et donc, ton message, en quelques mots, tu pourrais dire, c'est ça, c'est ne pas tomber dans la peur. Comment faire pour ne pas tomber dans la peur ? Déjà, c'est de reprendre son pouvoir. Le pouvoir, son propre pouvoir, c'est déjà de respirer et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Reprendre conscience de qui on est, de son être, de son essence, de cet amour qu'il y a en nous, et de ne pas nous laisser se disperser, se perdre avec toute cette peur et ce que disent les médias. Parce que les médias vous disent des choses... mais c'est hypnotique, c'est pour vous emmener vers leur terrain. Alors que vous, alors que les gens, à l'intérieur de soi, on a tout. On a tout. Notre ancrage, notre essence, notre force, notre puissance, notre confiance. Voilà, c'est le mot-clé, parce qu'on nous a appris, et depuis tout petit, surtout depuis 30-40 ans, on voit ça, de faire confiance aux autorités, le danger aux médicaments, aux vaccins. La solution viendra de l'extérieur, des vaccins et des médicaments.
Et on n'a plus du tout confiance dans cette force vitale, en fait, qui fait qu'on est vivant et qui fait que quand on se coupe, ça se répare tout seul. Ça se répare tout incroyable. Seul. Quand on a un virus, ça se répare tout seul. Quand on a une bactérie, ça se répare tout seul. Et les virus ne sont pas forcément nos ennemis, d'ailleurs. Non, les virus ne sont pas nos ennemis. C'est un nettoyage et ça permet au système immunitaire de se remettre à la page, de se remettre à jour. D'ailleurs, on a des millions de virus, des milliards de virus en nous, en fait. On est une bactérie à nous-mêmes. C'est ça. Donc, c'est pas tant le virus qui est important, c'est le terrain, finalement. C'est ça. Voilà, exactement. C'est... toute bactérie, virus qui atteint un organisme, si l'organisme n'est pas sain, pas capable de le recevoir, forcément ça va mal se passer. Et si on en revient, pareil, les médias, la malbouffe, c'est plébiscité, manger mal, les fast-foods. Les McDo restent ouverts. Voilà, les McDo restent ouverts. Autre incohérence, mais là les gens, je ne sais pas s'ils sont au courant, mais pour sortir un peu de cette peur, de cette terreur, de cette soumission au gouvernement, à l'État, de reprendre son pouvoir, c'est important. Parce que au retour de manif, pendant le confinement et la fermeture des magasins essentiels, non essentiels, parce que ce qui était essentiel, c'est l'alimentation. Les magasins essentiels, chez nous, sont encore fermés, ouvre mi-mai. Les vêtements, chaussettes, sous-vêtements, etc., c'est fermé. Par contre, j'ai constaté que les sex shops étaient ouverts toute la rue du Moulin Rouge. Ah oui, d'accord. Incroyable quand même, c'est vachement aussi. essentiel. Les tabacs aussi sont essentiels. Les tabacs, Eric, quand même, puisque les gens fument, il y a une addiction. Moi, je peux comprendre, c'est de la consommation. Sinon, on n'est pas bien. Bon. Ça se discute. Moi, je trouve que le tabac, ça fait partie de la personne, tu sais, je sais pas si tu... En tout cas, ça empire l'état de santé. C'est un stress, ça stresse le corps. C'est quand même quelque chose que les gens consomment et ont l'habitude de consommer. Comme la junk food, comme la voilà, bon. Mais les sex shops, quand même, on ne peut pas dire que... Si on ne peut pas acheter des slips à son enfant, mais par contre, les sex shops sont ouverts. De la même manière que quand il y a eu la réouverture des salles de sport... On a considéré que les clubs libertins, comme il y avait des massages, etc., c'était un peu balnéaire, un peu sportif, donc ils auraient ouvert. Mais par contre, les discothèques, c'est pas ouvert non plus. Donc, les gens devraient... Ça pose un questionnement, tout ça, quand même. Oui, c'est comme d'ailleurs les métros bondés. Voilà, les métros bondés. On ne peut pas recevoir plus de 6 personnes, mais par contre, dans un métro, on peut être bondé. Normal. Alors on dit il y a le masque. Non, il y a des gens qui ont le masque en tissu pendant 3 semaines, ils ne le lavent pas. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de masque. En fait, le masque, il faut arrêter de penser. Le masque, c'est que ça rassure les gens parce qu'on a quelque chose sur la bouche. Mais franchement, tout passe. Si les gens pensent qu'un virus ne passe pas les mailles, il n'y a que le FFP2 qui est efficace, à condition de le garder 2 heures. Si on est au 4 ressembler à un canard, voilà, mais c'est plutôt dans le cadre médical qu'on utilise le FFP2. De ne pas tousser dedans, de le garder 2 heures. À partir du moment où on éternue, on tousse dans un masque, on peut le jeter. Il est inefficace. Donc ça devrait permettre aux gens de réfléchir, de reprendre conscience et d'avoir du bon sens. Voilà, c'est vraiment important, le bon sens. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer, parce que je me souviens, je t'avais vu il y a un an, on s'était vu il y a un an, et tu étais déjà, évidemment, dans cette posture, je dirais, digne, en fait, de bon sens et de dire non à la peur. Et je vois qu'1 an plus tard, c'est toujours resté dans ce posture, malgré toutes les difficultés, parce que c'est encore plus de mesures coercitives. Et tu continues, et ça, je suis admiratif. Bravo. Et pareil, pour venir en Suisse, il y avait 3 conditions. J'ai pas eu peur, je savais que j'allais passer. Ça, c'est l'alignement, l'ancrage. Si vous gardez si tu gardes ton pouvoir, ton alignement, ton ancrage, rien ne peut arriver. Mais même au niveau de la santé, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Et c'est ce que j'aimerais transmettre par rapport à mon coaching. C'est vrai, la deuxième fonction que je fais en parallèle de l'hôpital, c'est ça, c'est d'aider les gens à retrouver leur pouvoir, leur essence, leur être, leur force, leur pouvoir, leur souveraineté. Voilà. Personne n'a le droit de nous dicter ce qui est bon ou pas pour nous. Les gouvernements doivent nous protéger, nous aider, trouver des stratégies thérapeutiques. Pas forcément la vaccination, plutôt les médicaments, parce qu'une vaccination, il y a des effets secondaires forcément. Et puis ça n'empêche pas... Si on traite, on n'a plus besoin de vaccin. Il n'y a pas besoin de vaccin, puisque les vaccins posent une problématique par rapport à l'ARN messager. Il y a beaucoup de doutes. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en phase expérimentale. J'ai l'impression que les gens
fait les gens, enfin, Oui, le on principe de dirait, on va prudence, te en donner, fait. voilà, Ouais. Précaution, on- principe de précaution. personne se désigne pour aller faire des études médicamenteuses, puisque les labos, avant de mettre un médicament sur le marché, prend un échantillon de volontaires qu'ils rémunèrent pour faire des tests. Ouais, c'est Mais là, très ça se fait gratuitement C'est là, très vrai ce que tu dis, ouais. à l'échelle mondiale. Voilà, les gens testent gracieusement les médicaments pour les labos, enfin, Mais les écoute, vaccins, si on quoi, peut je dirais les éviter vaccins. des personnes de devenir cobayes avec cette vidéo, ce serait super. Parce que c'est vrai qu'on Oui, oui. ne connaît pas les effets secondaires Non. et apparemment, de ce qui ressort, c'est assez inquiétant. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'interviewer, Nora, parce que tu es inspirante. Parce qu'à Paris, là où le centre vraiment du pouvoir français, où il y a beaucoup de policiers, et puis il y a eu beaucoup de crises à Paris, eh bien en plein centre, enfin en centre, à Paris, quoi, tu es là, tu résistes à l'hôpital. Oui, je en plus. continuerai. C'est merveilleux. Et je continuerai. Génial, Voilà. merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Merci Eric. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.